Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je les mets en l'air parce que je dois avoir mon top pour commencer et pour savoir comment me retrouver quand je vais faire le montage vidéo. Parce que oui, maintenant, il y a plusieurs épisodes qui sont disponibles sur YouTube si vous préférez regarder la vidéo et regarder mon beau visage. Et sinon, c'est sur Apple Podcast, j'allais dire streaming, pas du tout Selma. Sur Spotify, que j'utilise tous les jours, mais je ne sais pas pourquoi je bug, et d'autres plateformes, Google Podcast, etc. Donc voilà, c'est disponible plus ou moins partout. Et aujourd'hui, on est là pour parler de sociologie. Alors, c'est mon sujet de prédilection. Juste après, raconter ma vie, bien évidemment. Et ma vie, en fait, est pleine d'expériences sociologiques. Et du coup, je pense que ça fait juste sens que j'ai passé 5 ans de ma vie, voire un peu plus, à faire de la sociologie. D'abord, une sociologie de comptoir, mais un comptoir très, très de haute qualité, parce qu'en fait, toute ma vie, en fait, j'ai collecté des informations, des analyses, et qui en fait, quand j'ai commencé mes études en sociologie, m'ont juste prouvé que j'avais des très bonnes analyses, pas tout le temps, parce que parfois, on est un peu biaisé par X ou Y choses. Et surtout, on ne voit pas le monde entier. Et quand j'ai commencé mes études de sociologie, je me suis dit, mais en fait, waouh, ça structure beaucoup de mes pensées. Et en plus de ça, ça montre qu'il y avait plein de choses qui étaient vraies, que ce n'était pas genre juste dans ma tête. Et aujourd'hui, on va parler d'un de ces sujets-là. On va parler de Maghreb, on va parler de femmes, on va parler d'intersectionnalité. Et aujourd'hui, on aborde un sujet qui, pendant quelques années, a été vraiment le sujet favori de tout le monde qui en parlait parfois n'importe comment. Aujourd'hui, on parle du concept, parce que c'est un concept en fait. On parle du concept de la beurette. Et pendant mes études, j'ai fait un travail qui s'appelait « De Scheherazade des mille et une nuits aux beurettes de cité ». Alors, bien évidemment, c'est pour montrer les deux faces en fait de la fétichisation des femmes arabe/maghrébine, parce qu'ici en fait on va parler beaucoup de Maghreb plutôt que juste arabe, mais le Scheherazade, Scheherazade c'est un conte des mille et une nuits, et ça c'est persan du coup, c'est pas du tout maghrébin, mais dans le contexte francophone européen, on va parler de femmes maghrébines plutôt que de femmes arabes, parce que c'est pas exactement la même chose, c'est pas du tout la même histoire coloniale, et let's dive in. Let's dive in. J'aime trop cette expression en anglais. Plongeons en fait dans le sujet. Alors, comme toute sociologue qui se respecte, quand on parle de sociologie, on est obligé de parler aussi de sa position à soi dans le sujet qu'on va traiter, en fait. Est-ce qu'on est concerné, est-ce qu'on n'est pas concerné, quels sont nos accès au sujet. Et du coup, en fait, moi, je parle de ce sujet-là parce qu'en fait, il est spécifique à ma personne, parce que je suis une femme maghrébine, parce que je suis hétérosexuelle, parce que je suis une femme africaine. Et en fait, on va voir tout au long de ce podcast, en fait, de cet épisode, qu'en fait, c'est des sujets qui sont très en lien avec différentes races. Donc, ça va être lié aux femmes noires, aux femmes asiatiques, aux femmes latinas, etc. Je pense que si vous êtes une femme racisée, il y a de grandes chances que vous reconnaissiez dans ce que je raconte là maintenant. Et là maintenant, on va parler ça sérieusement. Et je vais changer de casquette parce que là, je parle en tant que Selma. Là, je vais parler en tant que Selma sociologue. Et mon ton va peut-être un peu changer. J'aime pas faire ça. Pour moi, en fait, quand tu parles de sociologie, si tu parles pas de... il n'y aura pas de termes extraordinaires qui sortent du commun, etc. Parce que j'aime pas ça. Et c'est un choix politique pour moi d'utiliser un langage qui est accessible à tout le monde, qu'on ait fait des études de sociologie ou pas. So let's go. Oh my god, je suis toujours stressée quand je parle de sociologie. Et je pense que ça... Non, ça s'entend pas, mais parce que je suis en train de rigoler en même temps. Bref. Alors, depuis toujours, mon corps est sexualisé, fétichisé, pour l'unique raison que je suis maghrébine, que ce soit de manière explicite ou non. Et j'ai dû construire mon identité à travers tout cela. J'ai du mal à savoir si ce sujet serait pertinent ou non dans le cadre d'un cours de sociologie, parce que je vous rappelle, ça venait... En fait, je me base d'abord sur un travail que j'ai fait en sociologie. Parce qu'en fait, j'étais pas sûre que dans un cours de sociologie du genre, ça rentrait bien dedans. Pourquoi ? Parce que malheureusement, dans le milieu universitaire, même s'il y a beaucoup de choses qui sont assez bien, il y a toujours ce truc-là de ne pas parler de race en Europe, ce qui est très contraignant quand tu es une personne racisée en fait. Et du coup, moi, il y a
pas mal de fois où genre je me disais, est-ce que ça rentre dans le cadre? Est-ce que moi, en tant que femme qui est issue d'une minorité ethnique et qui est aussi issue de... Je suis en fait je suis pas la norme entre guillemets. Donc c'est un peu parfois spécial, même si je sais que genre tu peux parler de femmes maghrébines, c'est une question de, enfin tu vas étudier une question de genre, tu peux parler de femmes maghrébines, tu peux parler de femmes noires, etc. C'est juste que parfois avec les professeurs c'est un peu compliqué à aborder parce qu'ils sont pas, enfin, la plupart ne sont pas, c'est pas très fort dans ces questions en fait, qu'on se le dise honnêtement. Bref, donc moi mon sujet c'était le mythe de la beurette. Et j'ai étudié ce sujet-là à travers une perspective qui est intersectionnelle, parce qu'elle se trouve à la jonction du genre et de la race. Mais pas que. Okay, mais pas que. Mais là, j'ai décidé de parler de genre et de race. Alors, le mythe de la beurette est une problématique très spécifique concernant les femmes de la communauté maghrébine. Et du coup, là, vous avez le Maghreb. Et moi, j'ai pris un peu plus spécifiquement le Maroc, Algérie, Tunisie, issus de l'immigration vivant en France ou en Belgique. On est vraiment dans un contexte qui est assez francophone. Si vous cherchez le terme sur un moteur de recherche, vous tomberez directement sur des sites PONRNO. I think I spelled it right. Mais en y ajoutant définition, vous trouvez ceci. Femme française dont la famille est originaire du Maghreb en Afrique du Nord. C'est tout. Okay. Donc d'un côté, si tu mets le mot tout seul sur Google, et je vous invite à le faire en fait, parce que c'est une chouette expérience, vous allez trouver des sites X, et si vous mettez définition en dessous, eh bien à côté, vous allez directement trouver une femme française d'origine maghrébine. Hein, ouais, trop mignon. Et en fait, cette définition, elle semble vraiment innocente, mais son utilisation est tout autre. Parce que dans le commun des mortels, cela désigne une femme frivole voulant se libérer de sa culture traditionnelle étouffante, très sexuelle et occidentalisée. Et le terme a évolué, ok ? Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des termes qui sont... En fait, les mots ne sont pas statiques dans le temps, voilà. Les femmes racialisées vivent leur féminité et leur identité de genre de manière très différente que les femmes blanches. Et ici, j'aimerais m'intéresser au fétichisme de ces premières à travers le concept de la beurette et de son impact sur les femmes maghrébines. Depuis l'orientalisme, la colonisation de l'Afrique du Nord à nos jours, les femmes maghrébines se battent contre ce concept qui les fétichise et qui est utilisé comme une arme contre elles pour les soumettre au patriarcat. Pour les sauver d'un patriarcat religieux, on les force à se sexualiser, on les fétichise et on leur ordonne de se défaire de leur culture et religion pour être des femmes libres. Et là, en fait, si jamais je vous mettrai toute une série d'ouvrages en fait, qui pourraient vous intéresser par rapport à ces questions-là, moi, je trouve que les plus intéressants, c'est Voiler les beurettes pour les dévoiler, le double jeu d'un fantasme PORNO graphique blanc de Fassin et de Trackman, qui sont super intéressants. Après, voilà, ça parle de X, donc c'est parfois un peu costaud à lire. Il y a aussi... alors là, je sais plus il me semble que c'est un titre en français, mais moi je l'avais écrit en anglais. L'articulation de l'identité beurre au féminin de Farida Belroul, I think, de Kessas, de Farouja Kessas et de Soraya Nini. Il y a quoi d'autre que je pourrais vous conseiller? Bitch et beurette, quand féminité rime avec liberté de Karima Ramdani, qui est aussi intéressant, et il me semble que ça parle aussi du monde de la musique, donc sympa. Et d'autres trucs, mais je vous les mettrai en écrit, mais ceux que je vous ai cités là, les trois là, je trouve que c'est les plus intéressants. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que, du coup, en fait, ce sujet, qui semble bête, parce que voilà, moi j'ai découvert le mot beurette quand j'étais ado, vraiment genre en mode, je sais plus on était en quelle année, je crois que j'avais genre 16-17 ans, ou un peu plus, et je l'entendais vraiment sur les réseaux sociaux de gars maghrébins ou de rappeurs qui utilisaient le mot beurette pour désigner les femmes maghrébines. Et après, en fait, avec le temps, il y a comme cette définition qui est ressortie. Je précise, j'ai grandi à Bruxelles, donc dans un contexte belge, donc c'est pas exactement la même chose qu'en France. Parce que moi, j'avais jamais entendu ce mot-là avant. Et du coup, au début, je pensais que c'était un terme un peu anodin, genre juste beurre, beurette, ok. Puis après, je me suis rendu compte que, ouais, mais en fait, beurette, c'est les meufs qui se maquillent beaucoup. Ah, mais beurette, c'est ci. Ah, mais beurette, c'est ça. Et après, je me suis de plus en plus intéressée à ce mot-là et je me suis rendu compte qu'en fait, déjà de un, c'était pas du tout innocent.
Parce qu'en fait, si vous voulez, je vous fais en 2-3 mots l'histoire du mot en tant que tel. Alors, on a les beurs, qui désignent les hommes maghrébins. Et comme dans beaucoup de choses dans la langue française, on a des mots qui, au masculin, veulent désigner quelque chose, voilà, et qu'au féminin, ils désignent une pute. Voilà. Sorry, I said it. Je pense pas que je vais être bannie pour ça sur le podcast. Anyways, you know what I mean. Donc voilà, il y a beaucoup de mots comme ça qui désignent, genre en mode, pour un homme, il n'y a pas de souci. J'ai plus d'exemples là sous la main. Je suis à deux doigts de regarder sur mon PC, mais non, ça va faire des bruits, ça va faire pas très agréable. Mais je vous invite à regarder mot masculin et versus mot féminin qui veut dire PUTE. Ok, là maintenant je me contiens un petit peu. Mais et du coup en fait c'est exactement la même chose en fait avec beurre et beurette. Et le truc c'est que ce qui est spécifique au mot beurette, ce qui est spécial avec ce mot, c'est qu'en fait c'est pas seulement une femme de petite vertu. C'est beaucoup plus que ça en fait, parce que ça puise vraiment dans les clichés et l'archétype en fait des femmes maghrébines sous le point de vue de l'orientalisme. Donc qui sont cachés pour leurs hommes et on a envie de les découvrir parce que nous sommes des gros colons qui sont des gros pervers et qui vont voir celles qui ne veulent pas être vues. On a beaucoup... Enfin, je vous allez regarder des tableaux, parce que je trouve que sur les tableaux aussi, c'est fort marquant. Les tableaux orientalistes, t'as des tableaux qui sont, ça dépeint le souk, genre rien de très choquant. Et après, t'as des tableaux où genre, t'as des femmes couvertes, mais avec des habits transparents. Des femmes arabes, ou des femmes maghrébines, qui sont couvertes, mais pas couvertes. Et ça fait kiffer les colons. Voilà. Et en fait, ce que je trouve grave, c'est que, enfin, je vais dire nous, je parle de notre génération, utilise un mot, maintenant c'est un peu moins utilisé, hein. Enfin, en tout cas dans mes cercles à moi, c'est moins utilisé. Je sais que c'est toujours utilisé, mais un mot qui est chargé d'histoire. Après, quand je parle de mots chargés d'histoire, s'il vous plaît, ne me faites pas une comparaison avec le N-word, par pitié, parce que je trouve que c'est pas du tout la même chose. Autant je trouve que the N-word, don't say it, ne le dites pas, voilà, de préférence, si vous voulez être respectueux. Par contre, le mot beurette, je pense pas qu'il a autant de poids. En fait, il n'a pas autant de poids. Peut-être que je dis ça parce que je trouve que, en fait, je dirais pas qu'il faut se le réapproprier, parce que je trouve pas qu'on doive se réapproprier des choses qui sont aussi négatives. Mais je trouve pas qu'il devrait y avoir un tabou quant à son utilisation explicative. You know what I mean? Genre en mode... c'est pas le N-word, c'est pas le N-mot en français. Donc moi, je trouve que c'est pas pareil. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, bien évidemment. Ici, on est ouvert à la discussion. D'ailleurs, en plus, j'ai vraiment envie que cet épisode-là, genre, n'hésitez pas, parce que je vais vraiment faire une publication sur Instagram. Donc voilà, il y aura un post, genre, let me know what you think. Genre vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Pendant que vous écoutez l'épisode, si vous avez votre téléphone sous la main, dites dans les commentaires au fur et à mesure même que vous êtes en train d'écouter l'épisode. Hein. Parce que c'est pas un sujet simple à traiter parce qu'il y a tellement d'intrications différentes. Mais bref. Anyways, so let me know. Voilà. En fait, les femmes maghrébines qui sont issues de l'immigration, parce que, encore une fois, en fait, ce mot est tellement lié à la colonisation et à l'immigration, parce que du coup, c'est un mot qui est utilisé en français, parce qu'en arabe, on ne va pas l'utiliser. Les femmes maghrébines, en fait, elles se trouvent vraiment à l'intersection de deux cultures différentes. Okay, donc la culture du pays d'origine et la culture du pays où elles sont potentiellement nées et elles ont grandi. D'une part, elles peuvent être incitées à incarner une certaine modernité, et d'autre part, elles peuvent aussi être face à des attentes familiales communautaires. Ok. Et je mets bien... Ah oui, pardon, vous ne le voyez pas dans le podcast, mais je fais des gros guillemets. C'est pour ça que je change un peu de voix. Pour leur demander de maintenir, en fait, cet héritage culturel. Alors, on sait tous, dans toutes les cultures, ça, c'est un truc un peu, je dis mondial. En tout cas, c'est dans les cultures que je connais, on met toujours sur le dos de la femme le fait de garder la culture. Ce qui est, mais tellement, déjà de un, injuste, mais de deux, qui n'a aucun sens. Parce que, en fait, pourquoi les femmes sont garantes de la retransmission de la culture et les hommes non? Alors, on me dirait peut-être, oui, les femmes font l'éducation, techniquement, les hommes font aussi l'éducation, et la culture, c'est pas que l'éducation, en fait. Il y a plein de choses
culturels, en fait, qui sont en dehors de l'éducation, en fait. Du coup, on a ce truc-là, et en dehors du concept du mot beurette, bien évidemment, on a ce truc-là de, en fait, les femmes, elles doivent transmettre la culture. Les femmes, elles doivent apprendre à cuisiner les plats, je sais pas, moi je suis marocaine, donc les plats marocains, apprendre d'adja, etc. Alors que ce poids-là, surtout qu'il n'est pas culinaire, il n'est pas donné aux hommes. Après, la langue, par exemple, ça c'est un truc que je trouve qui est genre en mode équitablement... enfin, on le donne équitablement aux hommes et aux femmes, en fait, cette responsabilité de transmettre la langue. Ce qui est important, hein. Je vais pas dire que c'est pas important, mais nous, on a ce double standard-là d'avoir la culture. En fait, non, je me rattrape, en fait, de ce que je raconte, parce que là, je raconte n'importe quoi. Je prends mes notes, mais c'était juste d'un pense-bête, et là, je me perds. I'm sorry. Mais, en gros, il y a un double standard dans l'imaginaire collectif, et surtout dans l'imaginaire collectif blanc, que les femmes maghrébines, elles sont censées être à la fois garantes de la culture d'origine et en même temps être en accord avec la culture du pays d'accueil. Quand je dis pays d'accueil, ça veut dire que c'est des conneries parce que c'est pas nos pays d'accueil, hein. On le sait. Donc on a ce truc-là. Et pourquoi en fait on a ce truc-là du point de vue des Blancs? C'est parce qu'en fait nos cultures à nous, elles sont patriarcales et que du coup on nous oblige à être sur tous les fronts. Et en même temps, eux, ils disent quoi? Oh, les pauvres, skinheads, on doit les aider. Because the white is a savior. Okay? Et du coup, ça fait que, en fait, eux, ils se disent, mais en fait, les pauvres, on ne peut pas les laisser comme ça, on doit les libérer. La libération, elle passe par quoi? Par la modernité. Alors, si les gars, si vous me lancez sur le sujet de la modernité, en fait, je peux en parler pendant des heures. Parce qu'en fait, la modernité en Occident ne pourrait jamais avoir eu lieu sans le Sud global, les pays colonisés. C'est pas possible en fait, parce que genre, tu veux juste la technologie en fait, là, mon téléphone qui est en train de te filmer, mon iPad là qui est en train d'enregistrer, ne pourrait pas être créé sans les pays du Sud global. Donc bon, vous voulez libérer les gens avec la modernité, vous voulez pas juste les libérer du capitalisme en fait, qu'on se le dise. Bref. Alors, depuis l'orientalisme, les femmes maghrébines sont souvent représentées à travers le prisme du désir exotique. Donc, je vous ai dit les peintures, mais pas que, il y a aussi plein d'ouvrages. Un regard qui continue d'imprégner les représentations contemporaines. Alors là, les films français en plus, ils sont très très forts pour faire ça. Et la beurette va incarner à la fois la figure de femme orientale exotique et une volonté d'émancipation sexuelle qui est elle-même conditionnée par les attentes de la société occidentale. Cette fétichisation participe à une forme de contrôle social où l'autre, féminin, est ramené à des stéréotypes simplistes et limitants. Et là, vraiment, en fait, on a plein de choses qu'on peut ressortir de ce petit paragraphe. C'est que on a une femme qui est vue comme exotique. Pourquoi elle est exotique? Parce qu'elle est autre. Okay? C'est pas l'Occident, c'est pas la femme blanche, ok? Donc elle est fatalement exotique, elle a un truc mystérieux autour d'elle, ok? C'est pour ça que j'ai mis Sherazade, les mille et une nuits, c'est mystérieux, c'est une vibe genre en mode nuit, on sait pas ce qui se passe, il y a des mystères, on a envie de découvrir ce qui se passe, etc. Et en fait, ce truc, cette quête de découverte, qui dans la pensée occidentale, l'homme blanc est un j'allais dire un découvreur, pas du tout, oui, c'est une personne qui va découvrir les trucs. Ils ont découvert l'Amérique, ils ont découvert l'Inde, ils ont découvert les épices, ils ont découvert beaucoup de choses, hein, mais it's not working, en fait. Et du coup, eux, ils veulent découvrir la femme maghrébine. Le problème est que, est-ce que nous, on nous a demandé quelque chose? Non. Et en fait, ils vont nous ramener à chaque fois à des archétypes, à des choses que nous ne sommes pas. Et là, en fait, il y a plein de sujets là maintenant contemporains qu'on pourrait soulever, ne fût que le voile, où genre en mode, ils se disent, on est obligé de les libérer, mais pas comme elles veulent libérer, parce qu'elles, elles savent pas. Elles savent pas. Genre en mode, elles ne savent pas ce qu'elles veulent, mais nous, blancs, on sait ce qu'elles veulent et on sait ce dont elles ont besoin, et on sait comment les libérer.
Du coup, en fait, la femme maghrébine, c'est un être sexuel, c'est un être dépourvu d'agentivité. Je bug tout le temps. Donc, elle n'a pas they don't have any agency, ok. Donc, elle n'a pas de volonté propre, ok. Je sais pas pourquoi je me casse la tête avec le mot agency, mais elles n'ont pas de volonté propre de penser à elles-mêmes, en fait. Et si elles ont des pensées à elles-mêmes, toutes ces pensées-là, elles sont conditionnées par le patriarcat arabo-musulman. Oui, ça fait beaucoup, en fait. Donc nous, on a beaucoup de choses, en fait, on a beaucoup de poids, en fait. Et en fait, tout ça, eux, ils veulent juste nous libérer. Et ça, c'est... Waouh, c'est admirable. Bien évidemment, c'est ironique ce que je suis en train de dire, on ne sait jamais que vous n'avez pas capté. Mais du coup, eux, ils sont là, en fait, ils veulent nous libérer d'un contrôle arabo-musulman patriarcal pour une liberté à l'occidentale qui est elle-même patriarcale. Okay. Et en fait, dans tous les... Et ça que je trouve qui est drôle quand tu es une femme maghrébine, c'est qu'en fait, tu vas jamais gagner. Voilà. You're never gonna win. You're never gonna win. Parce que d'un côté, alors oui, pour moi, la terre entière est patriarcale. Okay. Il n'y a pas, ou très peu, de communautés qui ne sont pas sous le schéma patriarcal. Et du coup, ça fait que, parce que c'est l'homme qui gère le monde, les hommes, très mal en plus, je me permets, c'est mon podcast, donc je pense que je peux dire ce que j'ai envie, mais en fait, on ne sera jamais gagnante au niveau patriarcal, ok. Alors oui, bien évidemment, il y a des avancées, mais, et je parle vraiment que sociétalement parlant, je ne parlerai de rien d'autre en fait, où les hommes de nos communautés veulent contrôler X ou Y choses, et les hommes d'autres communautés veulent contrôler X ou Y choses, ok. Parfois, leurs critères de contrôle se rejoignent, parfois pas, ok. Voilà, dans toute société, l'homme veut contrôler la femme. Point on the lane, point à la ligne, ok. Je pense que ce serait bien qu'on ne fasse plus débat sur ça, parce que parfois je vois des réactions de gens qui disent « Oui, mais les hommes de chez nous, ils sont trop sexistes, nanana, ils sont plus sexistes que les autres. » Non, ils sont juste sexistes d'une autre manière. Parce que les hommes blancs ne sont pas moins sexistes. Ils ne sont pas plus woke, ils ne sont pas plus féministes. Pour moi, en plus, un homme ne peut pas être féministe, c'est... Voilà. C'est pas possible, en fait. Et du coup, en fait, tout le monde veut nous contrôler. Et nous, en fait, c'est vraiment des pauvres petites bichettes. On ne peut pas se contrôler nous-mêmes. Parce qu'en fait, ça ne plaît pas aux autres. Et en fait, quand on voit des femmes maghrébines qui vivent leur vie selon leurs propres attentes, leurs propres désirs, ça fait toujours... Vraiment, ça pose toujours problème, en fait. Which is funny. Anyways, maintenant, l'intersectionnalité et le patriarcat. Comme je dis, c'est une oppression unique. Dans la construction du mythe de la beurette, l'intersection entre race et genre amplifie l'oppression. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que nous, on subit du racisme et on subit aussi du sexisme et de la misogynie. Contrairement aux femmes blanches, les femmes maghrébines racisées subissent une pression pour se conformer à des attentes multiples et contradictoires, renforçant les effets du patriarcat. Je vous ai dit, we're never gonna win. En outre, cette pression leur impose souvent de choisir entre leur communauté et une société plus large qui les marginalise. Okay, et ça, c'est vraiment dans le schéma de pensée du blanc triarcat. Okay, mon mot préféré. Donc le patriarcat blanc. C'est que genre en mode, on a une pression de choisir entre les deux. Alors, moi, personnellement, je ne choisirais rien. Et j'ai pas... Après, moi, c'est aussi un autre truc, parce que moi, je me suis vraiment, genre... En fait, j'ai senti, surtout quand j'ai commencé à mettre le voile, que genre, je sortais de cette société-là. En fait, je suis pas... We're not in this together. Ok. Et du coup, oui, fatalement, le mot marginalisé, c'est le mot à utiliser. En fait, je trouve que, surtout quand tu portes le voile, t'es mis de côté, en fait. T'es mise de côté, tu vois. Et... tu peux choisir soit de le vivre mal, soit de bien le vivre, soit de t'en foutre. En fait, je pense que tu fais ça à ta sauce. Mais je pense que dans tous les cas, tu es d'office marginalisé de la société. En tout cas, de la société patriarcale blanche en Europe. Enfin, non, partout, en fait. Voilà. Et du coup, en fait, nous, on utilise l'intersectionnalité pour mieux comprendre ces formes d'oppression.
Mais en fait, depuis tout à l'heure, en fait, je parle d'intersectionnalité sans expliquer ce que c'est. Pourquoi? Parce que j'ai oublié que je devais tout définir. Alors, l'intersectionnalité, c'est pas un concept. C'est une grille de lecture. Ok. Ça veut dire que quand tu vas analyser, donc, par exemple, on va dire, vous avez un texte devant vous et vous devez l'analyser. Et vous devez, par exemple, analyser l'orthographe, la syntaxe, la ponctuation et plein d'autres trucs. Ok. Et bien, du coup, dans votre grille de lecture, vous allez avoir ces différents points en fait que vous allez utiliser pour vous guider dans votre correction. Et bien en fait, l'intersectionnalité, c'est pareil. L'intersectionnalité, c'est une lunette, c'est une manière de voir les choses et d'analyser des sujets et des objets à travers le prisme de la race, obligatoirement de la race, s'il vous plaît. Les personnes qui ont je vais dire qu'ils ont créé le concept, mais qui ont structuré le concept, donc, entre autres Crenshaw, qui est genre en mode de la figure phare de l'intersectionnalité. Quand elle l'a conceptualisé, elle a bien mis en avant le fait qu'on ne peut pas sortir la race de la lunette de l'intersectionnalité. Pourquoi? C'est un concept qui a vu le jour aux États-Unis. Et c'est une dame j'ai oublié comment elle s'appelle, Mskina, qui justement en fait montrait que la position de femme noire était compliquée parce qu'en fait, d'une part, en tant que femme, elle subissait le patriarcat, et que du coup, dans ce cas-là, ses alliés, ça devrait être d'autres femmes, notamment les femmes blanches, mais qu'à côté, elle subissait aussi du racisme. Et que du coup, ses alliés à ce moment-là, ça va être les hommes noirs. Sauf que des deux côtés, en fait, ces deux alliés-là lui faisaient subir des oppressions. D'un côté, les femmes blanches, elles peuvent être racistes, et de l'autre côté, les hommes noirs, ils peuvent être sexistes, misogynes, etc. Okay, donc, genre, désolé mes sœurs noires, hein, mais we're never gonna win. Et du coup, non, je rigole. Là, je suis un peu pessimiste, mais c'est pas vrai. Parce que, ok, on abordera après des sujets, comment aller mieux, en fait. J'essaie toujours, quand je pose une problématique, de trouver une solution, ok? On essaie d'être constructif ici. Et du coup, en fait, de là naquit le concept d'intersectionnalité qui a été conceptualisé par Crenshaw. Et en fait, moi, je trouve que c'est super important, en fait, de ne pas enlever ce critère de race, en fait. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'on dénaturise le concept, et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de dénaturer... Waouh, j'ai bugué. De dénaturaliser des concepts. Parce que, genre, en mode, je sais pas, enfin, on peut inventer un autre concept, hein, si vous voulez, mais voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Donc, l'intersectionnalité, tu peux avoir différents critères, hein. Il y a des centaines de critères. D'ailleurs, j'ai envie de vous montrer ce truc-là. Pour ceux qui voient en vidéo, en fait, attendez que je vous le trouve là tout de suite. C'est sur mon PC. En fait, c'est une grille pour voir un petit peu, pour mieux comprendre en fait les oppressions et les oppressions dans la société. Bien évidemment, il n'y a pas toutes les oppressions qui existent, mais aussi comment savoir quand on est privilégié ou pas. Bien évidemment, c'est juste un outil, c'est pas un truc figé dans la roche. Donc ne vous dites pas ah mais moi je comprends pas de ta nana, je me retrouve pas dans ce truc là et tout, et calm down. Donc c'est un outil qui a été créé entre guillemets par une prof, une enseignante du secondaire qui s'appelle Sylvia Duckworth. Et du coup, je vais vous montrer ça sur votre écran. Je sais pas si vous voyez. Hop. Et en fait, hop, je vais m'éloigner parce que sinon on va pas m'entendre avec le micro. Mais en gros, on a l'ethnicité, la couleur de peau, l'éducation, la capacité physique, l'orientation, le genre, la santé mentale, la taille, logement, langue, etc. etc. Donc tu as plein de trucs dedans. Et du coup, qui te permettent de dire que selon X ou Y critères, tu es privilégié ou tu es dominé dans ta catégorie sociale. Ok ? Donc genre, moi je suis une femme racisée, je suis citoyenne belge, du coup ça me donne des privilèges parce que j'ai un passeport belge qui me permet d'aller partout plus ou moins. Et alors que si j'avais que le passeport marocain, genre j'ai pas autant de possibilités de circuler dans le monde que maintenant. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Je pense que je vais le mettre dans la publication, comme ça vous pouvez la voir, vous pourrez le voir.
Et je trouve ça intéressant. Après, c'est pas à prendre au pied de la ligne, ok? C'est plus complexe que ça. Mais voilà, comme ça, vous avez une petite idée de ce que c'est. Waouh, j'ai failli m'étouffer. Oh my god. Tout va bien, je vous promets, je vous vais bien. Du coup, là maintenant, en fait, moi je pense que ce serait intéressant, parce que du coup là, on a un petit peu compris c'était quoi le concept. Pourquoi ne pas utiliser ce mot-là? En fait, pour moi, on ne devrait pas utiliser le mot beurette à part pour expliquer ce que c'est quand tu l'entends, bien évidemment. Parce qu'en fait, pourquoi tu vas l'utiliser? Parce qu'en général, quand tu l'utilises, c'est pour insulter quelqu'un. Pourquoi tu vas faire ça? Why would you do that? Et là, c'est ça ma question, en fait. Parce qu'en général, c'est pour insulter des femmes maghrébines ou des femmes qui se sentiraient insultées, en fait, par le fait d'être appelées des beurettes. Et I don't like it. Genre, là, c'est tout. Genre, en mode, oups. Je vois pas pourquoi, en fait, on irait insulter les gens. Voilà. Surtout, il y a plein d'insultes. Genre, insulte d'âne, ânesse, si tu veux. Mais pas une insulte raciale, en fait. Parce que, non. Parce que pour moi, en fait, c'est trop problématique. Voilà, c'est tout. En plus, genre, en mode et même si vous voyez pas à quel point c'est problématique, pour moi, genre, t'insultes quelqu'un de beurette, c'est comme si t'insultais quelqu'un de PUTE. Genre, why would you do that? Après, je dis pas, en tant que femme, on m'insulte de PUTE depuis que je suis adolescente, en fait. Et je suis très contente que j'ai compris à ce très jeune âge-là, parce que j'avais bien avant 20 ans, qu'en fait, quoi que je fasse, on est là à m'insulter de PUTE. Alors, à quoi bon me battre contre ça? En fait, c'est juste que moi, personnellement, ça me fait rien. Ça me fait ni chaud ni froid. Parce qu'en fait, at the end of the day, en fait, si t'es une femme, t'es une PUTE. Voilà. Que tu sois voilée, niqab, etc., il y aura toujours quelqu'un pour te dire « Ah ouais, t'es une PUTE. » So, moi, ça me fait rien. Mais c'est juste que, genre, là aussi, on a la dimension raciale, donc pourquoi pas éviter? Pourquoi pas éviter juste pour être dans le respect et la bonne humeur, en fait. C'est pas si compliqué que ça, de l'être en plus. Donc, voilà. Attendez, j'avais préparé des petites questions et là maintenant, parce qu'en fait, je suis pas sûre d'avoir bien expliqué. Si en fait j'ai expliqué l'origine, les hommes beurre, les femmes beurettes, ça a évolué dans ce sens très très péjoratif. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je fais que taper mon micro en fait, donc je sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas je suis désolée. Je pense en fait on peut se poser des questions par rapport à la construction de l'identité des femmes maghrébines par rapport à ce concept-là, parce que même quand on parle pas en fait de la dimension sexualisée du mot beurette. En fait, ce concept-là se fait d'être une femme maghrébine et qu'on t'impose en fait d'être d'office, de prime abord, partagée entre ta culture de base et ta culture d'origine, je veux dire, et ta culture occidentale. En fait, moi, juste ça, en fait, c'est une dinguerie en fait. Parce que moi quand j'étais ado, quand j'étais même enfant, on me demandait toujours ouais mais tu préfères quoi, tu te sens marocaine, tu te sens belge, et j'étais en mode c'est une question qui a pas lieu d'être en fait. Surtout que moi c'est mon grand-père qui est venu en Belgique dans les années 60. Mon père il a grandi ici. En plus on a 3 générations, on a grandi dans le même quartier. Et moi mon père il m'a éduqué, il m'a dit ouais non en fait on est les deux. Et du coup, moi, ça a toujours fait sens dans ma tête que je suis autant marocaine que belge. En fait, je suis 100% marocaine, je suis 100% belge, autant que je puisse l'être, entre guillemets. Et du coup, je suis 200% un mélange. Et pour moi, en fait, avoir une identité qui est hybride, parce que du coup, je ne suis pas marocaine comme les Marocains du Maroc, et je ne suis pas belge comme les Belges de Belgique. Okay, donc, moi, j'ai ma propre identité qui, moi, me plaît. Je n'ai aucun problème à être j'aime pas dire que je suis un caméléon, parce que pour moi, un caméléon, il s'adapte à où il est. Alors que quand t'as une identité hybride, en fait, c'est un mélange qui n'est pas hétérogène, mais qui est homogène, en fait, de tes deux cultures. Et en fait, c'est des cultures qui sont... Pour moi, en fait, quand t'es marocain de Belgique, c'est une culture qui est unique, qui n'est pas la même que, par exemple, les Marocains de France, parce qu'il y a des choses qui sont assez différentes. Même si, genre, dans l'histoire de l'immigration, il y a beaucoup de choses qui se relient, mais on n'a pas du tout les mêmes codes. Et j'aurais pas les mêmes codes non plus qu'un Marocain du Maroc. Voilà, je pense que cela va sans dire.
franchement, j'espère que vous entendez pas tout le bruit qu'il y a autour parce que je vais péter un câble sinon. Je sais pas pourquoi dans ce bâtiment il y a toujours plein de bruit. Anyways. Et du coup, en fait, pour moi, c'est important en fait de se réapproprier nos identités et surtout cette identité-là qui est un mélange de nos cultures de marocaines pour moi ou algériennes pour d'autres et la culture belge ou française parce que genre en fait on devrait être fier de ce qu'on est, on ne devrait pas avoir honte, on ne devrait pas avoir choisir, on ne devrait pas se sentir mal parce qu'en fait on n'a pas tous la même définition de ce que c'est d'être marocain ou que c'est d'être belgo-marocain ou que sais-je ou ou franco-marocain. On devrait juste en être fier. Et en fait, il y a un moment où, genre, parfois, je vois des vidéos sur les réseaux. Et je comprends parce qu'on n'a pas tous le même vécu. Hein. On n'a pas tous le même chemin de pensée pour construire notre identité. C'est aussi pour ça que moi, j'ai étudié, en fait, la construction d'identité des femmes maghrébines en Belgique pour mon mémoire de master, que je suis en train d'ouvrir là maintenant. C'est pour ça que je suis en train de faire des petits clics par-ci, par-là. Mais... en fait, il n'y a pas de recette parfaite, il n'y a pas de vraie identité, il n'y a pas de vraie réponse, il y a des vraies réponses. Il y a une multitude de manières de se sentir marocain. Certaines personnes, ça passe par la nourriture, d'autres par la langue, d'autres par rapport à certaines traditions hyper niches. Genre en mode, tu vas mettre le pror dans ta maison tous les vendredis parce que c'est comme ça qu'on fait chez toi. Mais en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en fait. Et parfois, je vois des personnes qui se torturent, en fait, à essayer de comprendre, en fait, est-ce que je suis un vrai Marocain? Est-ce que je suis assez Marocain? Est-ce que je suis assez intégrée à la culture occidentale dont je suis issue? Alors qu'en fait, non. Et ce questionnement, pour moi, il vient d'une manière informelle de nos cultures d'origine. C'est un questionnement, genre, je pense, qui est assez légitime, en fait, de se dire mais en fait, ceux qui sont partis loin, est-ce qu'ils sont vraiment, ils font partie toujours de nous ou bien ils se sont dénaturés, entre guillemets. Mais pour moi, ce questionnement, quand j'allais au Maroc, par exemple, qu'on me disait, ouais, mais toi, t'es belge, t'es pas marocaine, il était pour moi moins violent. Il me heurtait un petit peu dans mes sentiments, parce que moi, j'étais en mode, bah si, je suis marocaine. Parce que ce qui était le plus violent pour moi, c'est quand j'étais à l'école comme tous mes camarades de classe, qui n'étaient pas mes camarades en général parce qu'ils me harcelaient, parce que j'étais maghrébine. Et ce questionnement des profs, etc., qui voulaient toujours remettre en question mon vécu. Et ce que j'étais, en fait, parce que du coup, en fait, que je veuille ou non, en fait, je suis née en Belgique, j'ai grandi en Belgique, tout ce que je connais, tout le système de vie que je connais, c'est la Belgique. Et j'ai vécu 2 ans au Canada, donc oui, peut-être que je pourrais parler un peu du Canada, mais j'ai jamais vécu par exemple au Maroc. Alors oui, bien évidemment, mes parents sont marocains, mes grands-parents sont marocains, ma famille est marocaine, je parle déjà, il y a plein de choses que je connais, mais du coup, genre en mode, il y a ça, mais aussi un truc où genre, je suis quand même stoppée par il y a comme une certaine frontière invisible que je pourrais franchir, hein, qui c'est possible de la franchir, je pense, en me cultivant plus, peut-être en habitant, enfin je pense que c'est surtout en habitant au Maroc, mais qui fait que genre, je ne connais pas tout des réalités du Maroc. Je ne connais pas la politique au Maroc, je ne connais pas l'actualité du Maroc, je ne connais pas le Maroc aussi bien que je connais la Belgique. Et je pense que c'est normal que je ne le connaisse pas aussi bien. Pourquoi? Parce que moi, mes réalités, elles sont ancrées en Belgique. Je connais les codes de la société belge, je les connais pas aussi bien je connais pas aussi bien les codes sociaux au Maroc. Et du coup, je pense que vraiment, il faut arrêter de se torturer et d'essayer de comprendre comment je pourrais être genre plus marocain, comment je pourrais être de manière assez plus convaincante marocain. En fait, je me suis un peu mélangée parce que en fait, je pense que j'aurais dû directement vous lire le chapitre que j'ai consacré à ça dans mon mémoire parce que c'était beaucoup plus pertinent, je pense. Et en fait, je pense aussi que comme je ne l'ai pas dit plus tôt, je pense que c'est important aussi de souligner en fait le rôle de la colonisation dans la fétichisation des femmes arabo-maghrébines. Parce qu'en fait, durant la colonisation de l'Algérie, les colons français et françaises, donc les deux, okay, les Français, les hommes et les femmes, organisaient des cérémonies de dévoilement où ils arrachaient les voiles des femmes algériennes sous le couvert de la libération et de la civilisation.
Mais est-ce qu'on peut réellement parler de liberté lorsqu'on soumet quelqu'un à son point de vue? J'en doute fortement. Est-ce que l'intégration aux sociétés occidentales devrait passer par la soumission et l'assimilation? J'en doute encore plus. Alors vraiment, je suis hyper insolente dans mon mémoire. En tout cas, c'est mon mémoire, encore une fois, je faisais ce que je voulais. Mais je trouve que voilà, c'est hyper violent, en fait, ce qui se passait pendant la colonisation. Et en fait, ça nous touche encore aujourd'hui, en fait, de ce truc-là de dévoilement. Et ça passe aussi par du racisme structurel. Je tiens juste à dire qu'en fait, l'islamophobie est considérée comme un racisme parce qu'on subit un processus de racialisation. Donc, on est essentialisé à un archétype racial et physique, surtout quand on est visiblement musulman, comme moi, par exemple. Et du coup, en fait, ce processus-là fait qu'on met l'islamophobie dans la catégorie des racismes. Et comme ça, c'est clair pour tout le monde. S'il y a quelques siècles, les femmes arabo-musulmanes étaient vues comme des femmes sensuelles, douces et mystérieuses, un peu comme la princesse Sherazade ou Jasmine dans Aladdin, on peut les voir représentées par des peintres Abati Vincenzo, Jean-Auguste Dominique Ingres ou Étienne Dinet, aujourd'hui encore soumises à un autre type de stéréotype qui est celui de la beurette. Voilà. Donc vraiment, ces trois peintres-là, je pense que Ingres, Dinet, Vincenzo, vous pouvez aller checker les tableaux, hein, parce que en fait, vous n'avez même pas besoin d'aller loin. Hein. Je pense que même sur Pinterest, vous allez mettre femme arabe et parfois ça vous sort des tableaux. Hein. Ils sont pas cachés, ils sont pas honte de ça. Hein. Et voilà, donc là, on revient à la définition, à la source vraiment. Donc durant les années 80-83, pour l'égalité contre le racisme, donc suite à la marche pour l'égalité et contre le racisme en France, on a des partis de gauche et surtout le journal La Libération qui auront renommé la marche des beurs. Il y a même un film qui est assez bien, en tout cas je l'ai vu à l'époque, j'avais apprécié, La marche des beurs, qui est sorti, je sais pas, 2010, dans les années 2010, un truc comme ça, qui retrace avec un peu de romance, qui ne sert à rien, mais bon, cette marche-là, qui est assez impressionnante en fait. Hein. Et en fait, beurre, ça vient du verlan de arabe. Beurette, c'est la féminisation de ce terme, avec la connotation qui est péjorative dont on parle depuis tout à l'heure. Et voilà, j'ai des exemples aussi ici de mots français qui au masculin, c'est des mots normaux, et au féminin, ça veut dire prostituée. Alors on y va, on a gagneur, un homme qui a vaincu, gagneuse, une prostituée. Courtisan est un intrigant, mais une courtisane est une prostituée. Un salaud, c'est un homme vil et déloyal. Une salope, c'est une autre histoire. Mais vraiment, genre en mode, on a vu le mot, en fait, à partir des années 80, le mot, il a vraiment évolué en la définition qu'il a aujourd'hui. Donc encore une fois, les mots ne sont pas statiques dans la langue française. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je vous donne un petit extrait du texte de Fassin et Trackman qui explique que le fantasme social de la femme arabe est à la fois le fantasme d'une femme émancipée de l'islam et des hommes de sa communauté, mais en même temps, elle est soumise au désir des hommes blancs. Et, entre guillemets, donc je quote, « Elle est féminine, mais pas féministe, libérée, mais pour le plaisir des hommes blancs. » Et donc cette femme, elle n'est jamais libre par elle-même, elle est toujours soumise à quelqu'un. Et vraiment, le fait que ce soit un genre dans la catégorie des films X, moi, je trouve ça tellement choquant. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, il y avait un festival humoristique, il me semble, qui s'appelait Ni pute ni soumise. Et en fait, qui faisait vraiment référence à ce truc-là. En fait, je suis pas... en fait, d'être dans un... C'est drôle, en fait, moi, je trouve ces femmes-là qui pensent qu'elles sont dans un équilibre, en fait, où elles ne sont ni putes ni soumises. C'est pas dévoilé, c'est pas des femmes qui portent la burqa, elles sont pas soumises à un temps, au passé, aux traditions, mais elles sont pas non plus putes, tu vois, elles sont bien entre deux. C'est des femmes, c'est comme ça qu'il faut être. Genre leur jupe, elle a la bonne taille. Elle est pas trop longue, elle est pas trop courte. Et moi, ça me fait toujours rire, en fait, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va trouver n'importe quoi pour dire que t'es une pute. I'm sorry I said it. I didn't want to say it, parce que pour moi, c'est pas une insulte. Voilà. Donc voilà, donc nous, les femmes maghrébines, t'es soit l'une, soit l'autre. T'as pas le droit d'être autre chose. Si tu veux être architecte, force à toi, ma belle. Tu ne le seras pas. Tu es soit dans la catégorie des putes, soit dans la catégorie des soumises. Moi, je me retrouve dans la catégorie des soumises parce que je porte le voile. Donc, fatalement, c'est mon père qui m'a obligée, c'est mon frère qui m'a obligée. Et moi, je me rappelle quand j'ai mis le voile, j'avais 19 ans.
Mon frère a 9 ans de moins que moi, donc il avait 10 ans à l'époque. Et il y a quelqu'un qui a réussi à me demander, est-ce que c'est ton frère qui t'a obligé? J'étais en mode, bah il a 10 ans. Il a 10 ans, un peu chaud. On m'a demandé si mon père m'avait obligé à le mettre. Moi, mon père, franchement, il était juste content. Il était en mode, waouh! Ma mère, elle était contente. Et après, elle m'a dit, tu sais que c'est un aller sans retour, en rigolant. Et j'étais en mode, ah non, genre en mode, je sais que c'est un CDI. Moi, je suis trop contente de mon CDI. Je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je suis trop contente de mon CDI. J'ai aucun souci avec lui. C'est vraiment mon meilleur CDI. Il est difficile à gérer, mais mon meilleur CDI. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ce sujet-là, en fait? Vraiment, genre en mode, je pense que je devrais faire un live. Vous me direz si vous voulez qu'on fasse un live par rapport à ce sujet-là. Un live pour les personnes qui... En fait, même soit un live, soit genre en mode vraiment genre une conversation. Donc genre, vous voyez, genre en mode une réunion Teams pour parler de ce sujet-là. Ou bien vous me le dites en commentaire. En tout cas, pour les gens sur YouTube, ça va être beaucoup plus simple. Parce que du coup, bah, vous avez directement les commentaires, la section commentaires. Mais pour les gens qui juste écoutent sur Spotify, c'est pas la même histoire. Et en fait, qu'on me le dise, parce que je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, le fait que ce concept autour de cette fétichisation de la femme maghrébine, c'est dans le commun des mortels. Donc il y a du racisme ordinaire, du racisme structurel. Le racisme structurel, il se traduit par les lois par rapport aux signes religieux, qui en fait ne font qu'en fait stigmatiser une seule minorité, et c'est la minorité des femmes qui portent le hijab. Et on a plein de lois en fait, que ce soit en Belgique, en France ou dans d'autres pays, Canada, en tout cas en Occident, tu auras toujours des lois qui vont essayer d'empêcher en fait les femmes musulmanes d'être musulmanes en fait. Tout simplement. Je sais pas pourquoi j'essaie de trouver des mots, mais en fait, juste, on n'a pas le droit. Nous, on doit se conformer à ce que eux pensent qu'est la liberté, et tu pourras dire ce que tu veux face à une personne islamophobe, elle trouvera toujours quelque chose à te redire. C'est vrai que moi, ça me fait rire quand je lis des féministes qui disent « Ah, mais en fait, moi, je suis contre le voile, mais je suis pas contre les femmes voilées. » En fait, ma belle, déjà de 1, c'est la phrase la plus débile que j'ai entendue de ma vie. Et de 2, genre en mode non, désolé, en fait, si t'es en fait, t'es contre moi, c'est tout. En fait, il n'y a pas besoin de faire oui, mais je fais la différence entre le sujet et l'objet. Enfin, c'est pas ça qu'elles ont dit, parce que je pense pas qu'elles aient un peu assez de pour le formuler de cette manière-là. Mais en fait, non. Pour moi, si t'es contre le voile, t'es contre moi, en fait. Je porte un voile sur ma tête. Enfin, genre, je veux dire... en fait, quand je porte un voile sur ma tête, il y a tout un truc à côté, que je l'ai dit moi de ma bouche, que moi je le revendique, ou que je le revendique pas. Parce qu'il y a des femmes qui ne revendiquent absolument rien avec leur voile sur leur tête, mais on leur dit qu'elles revendiquent quelque chose. Et du coup, pour moi, en fait, c'est pas possible. Si t'es une femme blanche et que tu portes un voile fashion, un voile de la mode, parce que Gucci a sorti un nouveau carré de soie, ou Hermès, oui, peut-être que toi, tu peux le dépolitiser ou dire que ça représente absolument rien. Mais moi, en tant que femme racisée, je n'ai pas ce luxe-là. Après, j'ai pas envie de l'avoir, parce que moi, je suis politiquement engagée, donc je m'en fiche, tu vois. Mais pour moi, en fait, t'es pas obligée d'être politiquement engagée pour dire, en fait, je mets le voile, j'ai pas envie de le retirer, tu vois. T'as pas besoin d'avoir de raison... simple ou complexe en fait de vouloir porter le voile. Tu portes le voile, c'est très bien. En fait, on va pas commencer à te poser on ne devrait pas poser des questions aux gens en fait pourquoi ils portent le voile ou pas. Mais bien évidemment, si je porte le voile, c'est que j'ai été soumise à quelqu'un. Et même si je dis, et en plus, moi ce qui me fait rire, c'est que avec toutes mes années d'engagement politique et d'études et de ci et de ça, face à quelqu'un, il y en a plein. Il y en a plein, en fait. Je ne vais pas donner d'exemple de nom, parce que flemme que leur fandom, là, vienne me casser la tête. Mais ces gens-là, en fait, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux donner n'importe quel argument par rapport au fait que tu n'as pas été soumise. Ils trouveront quand même le moyen de te dire que tu es une femme soumise. So, you're never gonna win. C'est pour ça que moi, je débat pas avec eux, en fait. Si on veut aller sur le terrain des droits, alors là, je vais me battre pour mes droits, mais je vais pas me battre pour des avis, en fait. Genre en mode, j'ai pas besoin de vous convaincre. J'ai pas besoin de dire que c'est un signe religieux, que c'est un signe féministe. Je m'en fiche, en fait. Si je l'explique dans un contexte qui est safe, etc., où on est en train de discuter de tout et de rien, alors là, oui,
oui, potentiellement, genre, je l'expliquerai pourquoi je mets le voile et pourquoi ça me tient à cœur. Mais de parler de ça avec des gens qui viscéralement me détestent, j'en vois pas trop l'intérêt. J'en vois pas trop l'intérêt, j'ai pas du tout envie en plus de rentrer dans des discussions stériles en fait. Parce que à la fin, ils vont même dire ouais, elle sait pas ce qu'elle raconte. Et tout. Genre en mode l'infantilisation qu'on subit en tant que femme qui porte le hijab. Déjà, en tant que femme racisée, tu subis énormément d'infantilisation. Parce qu'à chaque fois, on va remettre en question ce que tu dis, ton comportement. Que tu fais pas gérer tes émotions, t'es agressif, t'es colérique, etc., etc. On n'est jamais des femmes tristes, par contre. On est juste agressif et colérique. On est antipathique. On est tout ce que vous voulez. En fait, t'as même pas le droit d'avoir une vraie personnalité. T'as pas le droit d'être une femme timide. Du coup, t'es introvertie, t'oses pas trop parler, tout. Donc, quand t'es une femme racisée, tu dois performer pour les blancs. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Parce que, en fait, le moindre faux pas, même le moindre individualisme qu'on pourrait avoir, il pourrait être interprété comme une agression à leur personne. Voilà. Moi, le nombre de fois, on m'a dit que j'étais agressive. Oh là là. Mais vraiment, le pire, c'était dans des contextes où, genre, moi, je me faisais agresser. Je subissais... on m'insultait de tous les noms racistes. Et après, quand moi, je répondais, on me disait « Tu vas faire quoi? Tu vas appeler ton cousin pour me frapper ?» Et je me disais « Mais de quoi tu parles, en fait? Mais de quoi tu parles ?» J'étais en mode, mais juste t'ai dit genre en mode, laisse-moi tranquille, mais je dis que tu dis de la merde. Après, directement, on te dit, ah, t'es agressive. Alors qu'eux, ils sont, mais la violence, en veux-tu, en voilà. Mais dès que toi, en tant que femme racisée, tu réponds. Attention. Donc vraiment, genre en mode, t'as des excès de colère. Après, c'est intrinsèquement lié au fait d'être racisé, hein, parce que, par exemple, les hommes de notre communauté, même si là on parle vraiment que des femmes, les hommes de nos communautés, généralement, ils sont tous criminalisés. Voilà. On va même pas dans l'agressivité, on va directement considérer comme des criminels juste par essence. Il n'y a pas de non, mais en fait, ils voulaient expliquer que, en fait, non, vous êtes agressifs, vous êtes des gens agressifs, tellement agressifs qu'ils soumettent leur sœur au voile. Super. Ah là là. Ouais, vraiment, je suis en train de maintenant survoler en fait mon mémoire. Mais ouais, je pense que... Ah là là, je pourrais tellement en parler. Mon mémoire, en fait, j'ai tellement envie. Je vous fais une petite confession là maintenant, parce qu'on est en fin de podcast. On est en fin de l'épisode. Et que sinon, en fait, on a beaucoup de choses à dire, en fait. Mais moi, j'aimerais trop avoir en plus des femmes d'autres communautés pour justement parler en fait de leur identité, de comment elles ont construit leur identité et des oppressions spécifiques qu'elles subissent liées à leur communauté. Donc par exemple, les femmes noires, elles vont subir de la misogynie noire. Comment en tant que femme maghrébine, je ne vais pas subir en fait. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, petite confession en fait. Moi, mon rêve, et en fait, j'ai décidé de parler un peu plus de mes rêves. Pourquoi? Parce que quand tu dis un truc, ton cerveau y retient. Donc quand tu dis un truc négatif, ton cerveau y retient. Parce qu'il comprend pas en fait, même les négations, il les comprend pas. Donc, je sais pas, je ne vais pas boire d'alcool, ton cerveau il va comprendre, je vais boire de l'alcool. Ok, le ne, il le comprend pas en fait. Et du coup, j'ai décidé de faire ça, mais avec du coup que des trucs positifs dans ma vie. Et Inch'Allah. Et ça, c'est vraiment mon rêve. Mais bien évidemment, les rêves, ça se construit petit à petit. Brick by brick. Donc vraiment ça, c'est brique par brique. J'espère en fait pouvoir plus partager mes travaux sociologiques et vraiment ce mémoire-là, parce que je pense qu'il parlerait avec énormément de personnes. Et un des trucs que j'ai un peu regretté quand je l'ai écrit, c'est de ne pas avoir été plus large dans l'objet de mon mémoire en fait. Parce que du coup, je me suis concentrée sur l'identité des femmes maghrébines en Belgique, et j'aurais aimé peut-être être un peu plus large et de parler des femmes africaines en Belgique. Ou bien genre en mode de la communauté marocaine en Belgique. Mais là, en fait, le truc, c'est que la grosse différence dans les oppressions systémiques entre les hommes et les femmes maghrébins, c'est qu'en fait, l'aspect criminalisation, nous, on le subit pas. On va le subir, par exemple, quand une femme va porter la burqa ou le niqab et elle va être arrêtée par la police, mais on n'est pas vu comme potentiellement dangereuse, contrairement aux hommes marocains.
par exemple, je parle en contexte belge, hein, mais par rapport aux hommes maghrébins, on n'est pas vus comme des menaces. Pourquoi? Parce qu'on n'est que des femmes. Voilà, des femmes, on va rien faire, tu vois. Donc genre en mode, ça a été un point important dans le choix de mon sujet, en fait. Mais je pense qu'avec les femmes noires, on a pas mal de points en commun, même si genre en mode, bien évidemment, on a nos spécificités, hein, mais je pense que ça aurait été grave intéressant. Si vous voulez des conseils de lecture par rapport à ces sujets-là, donc je mettrai les livres que j'ai cités plus haut tout à l'heure au début d'épisode, mais il y a tellement de lectures. Après, il y a des livres, il y a des articles, comme ça vous savez. Il y a vraiment de tout. If you like it, let me know. Moi, je vais m'arrêter là. Sinon, j'en ai pour trop de temps. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages, etc. Déjà de 1 pour m'encourager, parce qu'il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages et vraiment, ça m'a tellement fait chaud au cœur parce que vous vous rendez pas compte à quel point c'est... Déjà de 1, c'est du travail, même si je kiffe, c'est quand même du travail. Parfois, c'est complexe, parce que par exemple, là, l'épisode, on est jeudi 31 octobre, l'épisode, il va sortir demain, le 1er novembre. J'étais malade ces 2 derniers jours, donc c'était un peu compliqué d'enregistrer l'épisode. Et en plus de ça, je pensais que j'avais déjà enregistré l'épisode. Pas du tout. Et du coup, bah voilà, c'est de l'organisation, du travail. Et en fait, à chaque fois que vous me motivez, it gives me motivation, genre it works. Et en fait, comme là maintenant, je m'oblige à apprécier les petites victoires et surtout les compliments, peu importe pour ce que c'est. Et du coup, ça a un réel impact sur ma personne. Donc genre en mode, ne vous dites pas ouais, elle sait. Non, je sais pas. Je sais pas si vous kiffez mon podcast, parce que je regarde pas vraiment les vues, les nombres d'écoutes, etc. Donc, if you think it, write it, send it, because it's gonna give me so much strength. Là, je fais des cœurs en fait à la caméra. Pour ceux qui écoutent le podcast, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis. Vraiment, cœur sur vous, cœur pour votre soutien, cœur pour votre message, vos petits messages, parce que ça me motive de zinzin. Et j'espère que avec le temps, je vais savoir encore mieux m'organiser pour mieux vous servir du contenu de qualité en fait. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit je vais commencer à vraiment filmer à chaque fois. Comme ça en fait ça va sur YouTube. Les gens qui veulent voir sur YouTube peuvent voir sur YouTube. Les gens qui veulent voir, qui veulent l'écouter seulement parce que je sais pas, vous êtes occupé à faire quelque chose, le ménage, vous êtes en voiture ou que sais-je, vous pouvez l'écouter parce que du coup c'est le concept du podcast, c'est pour se écouter. Et and that's it, that's about it. Mais en tout cas, mes sœurs racisées, mes sœurs qui en ont marre un peu du racisme, juste un peu, pas beaucoup. Celles qui en ont marre beaucoup, ça c'est pour un autre épisode. Mais c'est pas drôle, skin. Non, je réalise que c'est drôle pour moi. Et force à vous mes belles. Et s'il y a des femmes blanches qui m'écoutent, d'autres personnes qui sont pas racisées, qui m'écoutent et qui sont sensibles à toutes ces questions-là, n'hésitez pas à montrer votre solidarité, votre sollicitude de manière honnête et pas performative, parce qu'on le voit aussi quand c'est performatif. Surtout moi, j'ai l'œil pour ça. Et voilà, en fait. On espère que vous êtes avec nous, en fait. Et je sais pas ce que j'allais dire d'autre. En tout cas, force et courage. Et n'hésitez pas à me conseiller des sujets, enfin, à me proposer des sujets plutôt. Un jour, je pense qu'on parlera de violences policières, parce que je pense que c'est un sujet très, 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 très intéressant, très délicat. Surtout qu'il y a quelques années, je faisais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif des Madrés, qui me semble qu'il existe toujours, et qui se bat contre les violences policières à Saint-Gilles. Donc n'hésitez pas à leur donner de la force. Il y a plusieurs collectifs de ce genre à Bruxelles de toute manière. Donc n'hésitez pas à donner de la force, liker, partager des manifestations, etc. Parce que parfois il y a des rassemblements. Et dédicace à elles. Et surtout dédicace au collectif dont moi je faisais partie, qui est maintenant un collectif un peu en stand-by, parce qu'on n'a pas eu... pour des raisons logistiques, on n'a pas eu la possibilité de le refaire vivre. Mais c'est le collectif La 5e Vague, tout en lettres sur Instagram, où il y a pas mal de ressources dedans. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Si jamais vous voulez le faire revivre, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On peut travailler sur la page ensemble. Mais du coup, ce serait que du contenu informatif, soit par écrit, soit par vidéo. Donc voilà, si ça vous intéresse, let me know. Je vous fais des petits bisous, des petits cœurs, de beaucoup d'amour à vous, à moi, à tout le monde. Et voilà, je vous dis à bientôt. Je fais des gros bisous.